Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les pas tout à fait réveillés, les un peu endormis. Bienvenue en tout cas à tout le personnel au sol. Aujourd'hui, dans les Rebelles de Lumière, je reçois une Québécoise, juive séfarade née au Maroc, au parcours de vie impressionnant. De nombreuses cordes à sa harpe, jugez plutôt l'information, la culture, l'éducation, la gestion, les communications, les technologies, les médias, la politique, qui l'amenèrent à l'Assemblée nationale comme conseillère de Lucien Bouchard, qui allait devenir Premier ministre du Québec de 1996 à 2001. Evelyne Abitbol éclaire les esprits par ses participations actives au dialogue des cultures et des civilisations au sein d'organisations nationales et internationales qui œuvrent à la défense des droits humains et à la démocratie. Elle partage sa vie entre l'Andalousie et le Québec. Evelyne est une journaliste et une écrivaine qu'on lit du verbe lire et non pas qu'on lit du verbe lier, car Dame Abitbol ne pratique pas la langue de bois. Elle vient de publier aux éditions Nord-Sud Rilke l'Andalou, un roman d'éveil philosophique, un récit à la sensualité subtile que je n'ai pas fini de déguster puisqu'il nous impose de ralentir. Rilke l'Andalou est le prétexte à notre rencontre pour parler de nos passions communes. La langue française, dont elle est amoureuse, sa curiosité pour l'étrange et l'invisible, déclenchée par son expérience de mort imminente qui l'a conduite de l'autre côté du voile, où elle serait bien restée, et la politique du moment qu'elle touche à la souveraineté et à l'universel. Beaucoup de lecteurs se souviennent peut-être de l'injonction de Rainer Maria Rilke dans ses lettres à un jeune poète. Si vous pensez que vous pouvez continuer à vivre sans écrire, n'écrivez pas. Bonjour Evelyne. Bonjour. Eh bien, toute une introduction. Je suis impressionnée. J'ai été très impressionné moi-même, je te dirais, par la longueur de ton CV. Quand je l'ai déroulé, j'étais obligé d'ouvrir la porte du palier pour continuer, pour tellement il était long. Donc, je te laisse la parole. Donc, qu'est-ce que tu penses justement de ce conseil de Rainer Maria Rilke qui disait si vous pensez que vous pouvez continuer à vivre sans écrire, n'écrivez pas. Mais c'était bon pour lui, c'est bon pour les gens qui sont les hommes et les femmes de lettres. C'est bon pour les gens qui ont besoin de s'exprimer, qui ont un besoin qui les pousse à s'exprimer de façon passionnée et passionnelle. Parce que l'écriture et la lecture, lorsque je lis, j'ai déjà lu cette phrase, je ne me souviens pas qui l'a écrite. Ah oui, c'est Fernando Pessoa qui disait « Je lis parce que la vie ne me suffit pas. Ah oui, c'est » beau Et ça. alors, Hum. oui, et alors j'écris parce que la vie ne me suffit pas. Oui. Voilà. Et Je c'est toi. rajouterai ça. Voilà, tu rajouterais. Ouais, ça c'est magnifique parce que qu'est-ce que tu préfères comme mot écrivaine, auteure ou autrice? Oh non, j'ai horreur de autrice. J'ai Aussi. horreur, je trouve que ça cloche. Auteur, c'est magnifique. Auteur au masculin, auteur au féminin, voilà. On ajoute un E et c'est simple. Voilà. Hein. Autrice, c'est dur. Il y a Ah, c'est un mot Et de dureté. on entend autiste, tu vois, plus ou moins. Enfin, c'est pas. Pourquoi faire des mots comme ça? C'est que, tu vois, à propos des mots, juste fais une petite parenthèse parce que ici, je suis dans un immeuble que tu connais, où il y a un portier, mais parfois c'est pas un portier. Et on m'a dit l'autre jour à l'administration, ah ben vous verrez ça avec la portière. Et je dis, merde, pourquoi appeler une femme qui est à la porte une portière, tu vois? Si après tout, en France, on dit un cafetier qui garde un café, donc je veux dire, est-ce que la cafetière est là aujourd'hui? Est-ce que je peux parler à la cafetière? Tu vois, C'est un peu fou. alors, tu vois, on va partir dans ce petit voyage d'une heure ensemble avec des petits papiers que j'ai mis dans un saladier. J'ai failli les mettre dans un bol. J'ai failli les mettre dans un bol, le bol d'Abitbol.
qui a peut-être du bol ou pas, tu me diras. Mais là, on va prendre un papier, puis voilà. Voilà. Alors, j'avais pigé ce petit papier là, qui était en fait apprendre à vivre. Et là, tu commences à en parler. Justement, est-ce que tu peux développer voilà, ben, on sait tous que la Terre est une école, hein, et on apprend. Est-ce que tu as envie de commenter, apprendre à vivre? Comment est-ce qu'on apprend à vivre? Ben, je crois qu'au moment où on a ouvert les yeux, on doit apprendre à vivre. À partir de ce moment-là, on arrive de l'univers, on ne sait pas d'où on arrive, on est propulsé sur la Terre. À partir de ce moment-là, il faut apprendre à vivre avec soi, avec les autres, avec l'environnement. Et surtout, je crois que l'apprentissage de la vie doit se faire vers un apprentissage à l'universel. Si Oui, on ne fait pas cet apprentissage à l'universel, à mon avis, on ne sait pas comment vivre. Parce que vivre ou vivoter, on peut se lever le matin, etc., se lever, prendre sa douche, se sortir. Mais si on n'a pas un rapport avec l'univers, donc avec cet universel, ben, à ce moment-là, on ne sait pas vivre. Pour continuer sur l'apprentissage de la vie, j'ai rencontré Henri Laborit. ah, euh, moi aussi. et je, C'est mal passé avec lui, mais bon, vas-y, raconte. Moi, très, très bien. Très, très bien, même qu'il n'a pas aimé l'animatrice de Radio-Canada et m'avait dit, pourquoi vous ne m'avez pas interviewé, vous? Parce que vous aviez tout compris. Et là, je me souviens qu'il m'avait dit, il disait, il a écrit un livre qui s'appelle Dieu ne joue pas au dé. Ah oui. Hum. Voilà. Et bien sûr, l'éloge de la fuite. Oui, c'est ça. Alors, moi, je crois que ces deux livres-là résument à eux seuls ce qui nous propulse dans la vie. On peut fuir, on a besoin de fuir, c'est-à-dire se retirer quelque part. Et parfois, il y a des choses qui nous arrivent, on ne peut pas les expliquer sur le coup, mais on peut Oui. plus tard y voir des explications. Et lorsqu'il dit que Dieu ne joue pas au dé, c'est que vraiment, il y a un destin aussi, quelque part. Oui, ben oui. Oui. Oui, oui, oui. Bah, après, c'est toute la question du libre arbitre. Voilà. Bon, moi, je suis plus dans la croyance qu'avant de s'incarner, on a un plan de vol, hein, d'une certaine manière, enfin, un contrat, des contrats de vie. Il y a des choses à faire, un destin. Donc, du coup, mais qu'à l'intérieur de ça, peut-être on peut changer beaucoup de choses ou pas. Je ne sais pas. Ben, si on était dans je n'aime pas le mot euh, euh, bienveillance. J'ai horreur du mot bienveillance et malveillance. Je trouve que Ah, ce mot est dur, mais je crois que j'aime le mot bonté, la oui. bonté des choses. Et je pense que si on était Hum, dans la bonté vis-à-vis de l'autre, dans l'acceptation de l'autre, hum, sans condition. L'autre nous exprime ses opinions, on peut avoir oui. les mêmes opinions, on peut ne pas les avoir. C'est la raison pour laquelle je défends la liberté d'expression. Je la Hum, défends vraiment parce que je pense que chacun a son opinion sur bien des choses, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais si on restait dans la bonté et on essayait d'être bons les uns envers les autres dans le monde, je crois qu'on arriverait peut-être à quelque chose. mais oui, c'est ça. Tu as dit. Enfin, c'est l'amour inconditionnel. Enfin, de tendre vers cet amour sans condition. Et là, ce qui commence par accepter, accepter l'autre dans ses différences. Et voilà, c'est pour ça que je parlais de l'unité du un tout Et à dans sa l'heure. ressemblance, accepter l'autre dans sa différence et dans Oui, sa ressemblance. oui, oui, tout à fait, bien sûr, et dans sa ressemblance. Oui, oui, oui. Allez, on prend un autre petit papier au hasard. Pouf, c'est quoi ça? Encore une citation, ça, c'est parce que c'est écrit en gros là. L'amour, bah justement, on en parlait, c'est bien, tu vois, c'est l'occasion de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est beau, ça, de Rilke, hein? Oui, ça, c'était sa période avec Lou Andrea Salomé, la passion qu'il a eue avec elle. En fait, Lou Andrea Salomé est tombée amoureuse de lui sur un des écrits sur Dieu, si je me souviens bien, sur la religion et sur Dieu. Et elle est tombée amoureuse de lui à ce moment-là. Mais
c'est la fin de la phrase qui… Oui, c'est ça. C'est donc pour l'amour de l'être aimé, c'est-à-dire de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. Ben, c'est dans la réciprocité, c'est une espèce de réciprocité Ouais, qu'il décrit c'est ça. là. Ouais. Et on devient un monde, c'est-à-dire que l'autre va explorer ce que nous sommes. Et Oui. voilà. Et dans l'exploration de ce que nous sommes, c'est là qu'on peut aimer ou non la personne. Mhm. J'aime rappeler aussi, puisque je travaille beaucoup avec les énergies, que dans la vibration la plus basse des émotions, c'est la peur, et que l'exact contraire de la peur, c'est l'amour. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ouais, mais on a trop peur. On Ouais, est trop dans la peur. On a peur de l'autre, on a peur de la peur, on a peur ouais, d'être aimé, on a peur que l'autre nous aime, ouais, on a peur que l'autre soit négatif avec nous. Et si on se laissait porter? Et si on se laissait porter? M- ouais. Moi, personnellement, j'ai mis du temps à me laisser porter. J'ai mis du temps à me laisser porter parce que je me mettais des contraintes. Quand on a Mhm. des enfants, bien sûr, on a des contraintes. Je me mettais des contraintes et des poids, beaucoup de poids. Mais j'avais toujours cet espace poétique dans ma tête, même lorsque je faisais de la politique. Le soir, je lisais de la poésie dans ma chambre Wow. Wow. d'hôtel. Je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps de la poésie pendant que j'étais en politique. Wow. Politique et poésie. Oui. Est-ce qu'il y a des hommes politiques? L'idée vient de Léopold Sédar Senghor, là, bon, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des politiques poètes. Ben, Václav Havel, Ah oui, avec la Havel. Mhm. il y a eu des Václav Havel. Euh, je dirais, Lucien Bouchard aussi était porté vers la poésie, hein. Il était porté vers la littérature. Il a toute la collection de la Pléiade. C'est un Wow. littéraire, c'est un littéraire. Je lui ai fait lire Stefan Zweig. Il a adoré Stefan Zweig. Parce que Ouais. moi, je suis aussi, j'aurais pu écrire sur Stefan Zweig, Mhm. mais je trouvais que la fin de sa vie, son suicide avec sa femme au Brésil, avant de savoir que la Seconde Guerre mondiale n'était terminée, pour moi, c'était pesant. Ah oui, C'était ouais. pesant parce que j'ai une grand-mère allemande, donc c'était pesant tout ça, parce que sa famille est morte en camp de concentration, on a appris cela. C'était pesant, donc je ne voulais pas écrire quelque chose de pesant, je voulais être dans la légèreté. Alors, je prends un petit papier, un autre. Allez, celui-là, il est plus court. C'est quoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est une ville. C'est Tanger. Tanger. Qu'est-ce que Tanger t'évoque? Paul Bowles, que j'ai rencontré à Tanger, Alors, je sais pas. L'écrivain. Ouais. je vais reprendre. Alors, Tanger évoque pour moi Paul Bowles, deux choses. Paul Bowles, l'écrivain que j'ai rencontré, il est allé à Tanger au Maroc, c'est un écrivain américain, il est allé à Tanger, il n'est plus jamais reparti. Et Hmm. il a vécu toute sa vie à Tanger et il faisait un 5 à 7. Et il recevait des écrivains, des gens de passage, tous les jours de 5 heures à 7 heures. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. J'étais fascinée par lui. Je suis fascinée par les écrivains. Je suis fascinée par les gens qui réfléchissent et qui propulsent leur inconscient sur papier. Ouais, ouais, Donc, ouais. je suis allée le rencontrer et franchement, cette rencontre a été magnifique. Lorsque j'arrive à Tanger, j'arrive sur le continent africain. Je dirais alors trois choses. J'arrive Hmm. sur le continent africain et lorsque j'arrive par bateau, je trouve ça fascinant Ouais. parce que je vois le Maroc. Et c'est fascinant parce que même en Andalousie, où je vis 6 mois par année, je vois le Maroc par temps clair. Wow. C'est mon Ouais. pays natal. C'est mon pays natal. Il m'effraie en même temps qu'il m'attire. Et ce que je trouve triste, c'est de ne plus y vivre. Mais je retrouve avec un plaisir le Maroc. Et Tanger, c'est la porte d'entrée Oui. du Maroc. Et j'ai découvert une designer marocaine, alors je l'adore, qui fait des sacs et j'essaye de l'aider. Donc, pour moi, Tanger, c'est ça. C'est la ville de sacs où je peux transporter beaucoup de choses dans mes sacs et Paul Bowles. Les sacs, Magnifique. je- Oui, les oui, oui. sacs, je suis tellement habituée de la radio, tu vois que j'arrête quand tu parles. Tu as remarqué? Oui, bravo.
Ok, bravo pour Tanger. Oui, oui, moi j'ai un souvenir de Ah, Tanger, j'étais très c'est jeune ça. aussi. Allé, et il y a quelque chose de très spécial dans cette ville. Et pourquoi le Maroc t'effraie? Mais peut-être une peur de l'enfance. Moi, j'ai quitté le Maroc, j'avais 12 ans. Et quand on est parti un peu en catastrophe. Hmm. Alors, c'est peut-être ça qui m'effraie. Et ce qui m'effraie, peut-être, c'est la culture orientale, mais je la connais parfaitement. Mais elle m'effraie en même temps. Alors, je me réfugie dans la culture occidentale. Qu'est-ce qui C'est t'effraie dans la culture orientale? c'est toute cette magie qui peut nous entraîner vers un no man's land, vers un nowhere, vers nulle part. C'est cette magie-là. Et la culture orientale, elle est pleine de cette magie. Moi, j'aime une poétesse euh, berbère qui s'appelle Mririda. Alors, Hmm. Mririda, elle a passé sa vie à écrire de la poésie, mais de la poésie extraordinaire, exceptionnelle. Et à la fin de sa vie, elle a fait des cercles autour d'elle et elle a empêché quiconque de rentrer dans ce cercle. Waouh, c'est fort. Hmm. Mais est-ce que c'est pas lié justement à la culture berbère, qui a peut-être été un peu envahie? Et je ne sais pas, j'ai fait mon ADN et j'ai découvert que je n'avais rien de Maroc. Ah, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ADN? Je suis Il y curieux. a, il y a 58% d'Italiens. Ah, Il y a Chypre à 12%. Il y a le Moyen-Orient par ma grand-mère, bien sûr, palestinienne, et par mon grand-père, parce que j'ai fait l'ADN de mon père, alors je vois que j'ai des deux côtés, Moyen-Orient, qui est Israël, Palestine, Arabie Saoudite, Yémen, et il y a Portugal, et il y a Turquie, Arménie. waouh, oui, c'est riche tout ça, dis donc. Mais j'ai vu d'ailleurs que tu as beaucoup voyagé, beaucoup voyagé. Donc, quels sont les pays qui ont, à part l'Andalousie, le Maroc, quels sont les pays qui t'ont le plus touché? Je crois que tu parles de Prague, même à un moment donné, je sais plus. Dis-moi un petit peu dans tes voyages, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Qu'est-ce qui m'a touchée? Hmm, Le Chiapas, parce que j'avais l'impression d'être à un bout du monde. J'étais Oui. observatrice internationale pour les élections dans le Chiapas et j'étais avec le chef de l'Assemblée des Premières Nations de Saskatchewan. Et je me rendais compte que j'étais beaucoup plus autochtone que lui, beaucoup plus indienne que lui. Parce qu'au fur et à mesure du voyage, lui, il déplorait le fait qu'il n'avait pas son téléphone cellulaire, qu'il n'avait plus d'accès aux ondes et tout. Et moi, franchement, ça m'intéressait moins. Je regardais la nature, je regardais tout ça. Et c'était réellement fascinant. C'était réellement fascinant. Euh, le Chiapas, j'ai beaucoup aimé. L'Italie. Venise? Positano, non, pas Non. Venise. Ah non, t'es pas Non, venu. pas tout de suite Venise, c'est Positano. J'ai une fascination pour Positano, C'est où exactement en Italie, sur Positano? la côte Amalfi, la Mhm. côte amalfitaine. C'est dans le sud de Naples, Mhm. c'est dans le sud, proche de Sorrento et de Amalfi, etc. Et proche de Pompéi aussi, hein. Eh oui, ça aussi, ça m'avait touché, Pompéi, mon Dieu. Ouais. Bon, il y a Positano et Venise m'a touchée d'une autre manière. J'ai eu le syndrome de Stendhal à Venise. Qu'est-ce que Le tu appelles syndrome le de syndrome de Stendhal, Stahl? C'est quoi? alors j'ai eu cela. Tout le monde s'attendait à ce que j'ai ce syndrome-là à Florence. Mes amis me disaient, oh, toi, tu vas avoir le syndrome de Stendhal à Florence. Moi, je l'ai eu à Venise. Et je m'explique. C'est qu'à un moment donné, on était sur une gondole et je vois une femme sur le bout du quai qui avait la même couleur de robe de chambre que moi, bleu turquoise, exactement la même. Elle tenait un miroir et ce miroir m'envoyait une lumière Wow. directement dans les yeux. J'étais éblouie, j'arrivais même plus à ouvrir les yeux avec le soleil. Et elle jouait avec le soleil sur mes yeux. Et ça a été... Et tout l'art que j'avais vécu, parce que c'est ça le syndrome de Stendhal, c'est trop d'art, c'est trop de Ah, signes, c'est trop d'art, c'est trop de beauté à la fois. Et à un moment donné, on décroche. J'ai même
été obligée d'être hospitalisée quelques heures. Oui, 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 c'est fort. On m'a donné une injection, mais on a dit à mon ex-mari qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sensibles à la beauté, à l'art, qui succombaient à ce syndrome-là de Stendhal. Ils s'étaient habitués parce qu'il y a toujours des ambulances proches des Ah oui, gondoles, etc. Oui, ils sont ah oui, habitués ah à oui. ça. Ouais. Et on appelle ça le syndrome de Stendhal. Tu vois, je savais pas, mais est-ce que c'est pas, parce que là on le voit comme, j'allais dire un malaise, une maladie, un truc comme ça, mais est-ce que c'est pas plutôt un signe très très puissant qu'on t'envoie? Comment tu l'as? Exactement. Et surtout que je l'avais vécu, c'est-à-dire que j'ai eu une mort clinique. Moi, je suis Ah morte oui, cliniquement oui, raconte. à la naissance de mon fils. J'ai eu un... Et si je suis revenue, c'est que je ne peux pas raconter au-delà d'un certain moment. Oui. Alors, bon, j'ai eu une césarienne d'urgence et au moment où ils m'ont injecté le liquide pour m'endormir, euh, je suis partie, mon corps a réagi très mal, donc j'ai eu un arrêt de cœur et j'ai vu bizarrement le Maroc, j'ai vu une scène que je faisais tout le temps lorsque j'étais jeune. J'avais toujours de l'eau qui arrivait sur mes pieds, puis j'attendais que la marée monte jusque-là, et là, je sortais de l'eau. Alors, j'étais toujours allongée à la Ouais. plage, et puis j'attendais que la marée monte jusque-là, et là, je partais. Je me levais. Bon, j'ai vu cette scène-là. J'ai vu mon grand-père qui m'a rattrapé encore de l'eau, encore dans l'eau, dans la mer, parce qu'il y a une journée dans la religion juive où on ne doit pas se baigner dans la mer. Et moi, j'y étais allée. Mais mon Ah, grand-père il m'avait suivi, puis j'étais prise dans un tourbillon et il m'avait rattrapée de ce oula. tourbillon. Donc, j'ai vu ça, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu des gens. Et ensuite, je m'approchais vers une lumière. Et plus je m'approchais vers cette lumière-là, moins j'étais Evelyne Abitbol, Evelyne Hannah Abitbol. Je devenais je formais un tout avec cette lumière. Et je n'étais plus moi-même avec mes souffrances, avec mes questionnements, mon rapport avec la vie, avec les enfants, avec le mari, avec tout ça. Je m'approchais d'une lumière je devenais moi-même une lumière à l'intérieur de cette immense lumière. Wow. Donc, c'est cette immense lumière-là. Plus je m'approchais d'elle, mieux je me sentais. Et lorsque j'ai voulu pénétrer complètement dans cette lumière, j'ai ouvert les yeux et j'entendais, on m'appelait Madame, le nom de mon mari. Et moi, comme je prenais pas, j'avais pas pris le nom de mon mari, je ne réagissais pas à ça. Ouais, Et ah là, ouais. je vois je vois mon mari qui était au-dessus de moi et qui me dit, oh, il est magnifique, c'est un garçon, il est tellement beau, mais il est tellement beau, Evelyne, il est tellement beau. Et là, je lui dis, il ne faut pas essayer de passer les portes de l'univers. Wow. Hmm. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je te parle de notre bébé, on a eu un bébé, il est magnifique, il est beau, il va bien, tu vas bien. Je lui ai dit, il ne faut pas essayer de passer les portes de l'univers. Je l'ai Wow. répété. Il a appelé l'infirmière qui est venue me voir et qui m'a dit, vous allez bien? Je dis, ben oui, oui, je vais bien, mais je ne suis pas trop contente d'être revenue ici. Excellent, excellent. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, oui. Donc j'imagine que ça a beaucoup. C'est très, très fort, hein, évidemment, ce que tu as vécu. On a maintenant des milliers de témoignages comme ça, et C'est ce donc que j'allais dire par la ça a suite. changé, j'imagine, des choses dans ta vie. Mais c'est ce que je voulais dire par la suite, c'est que donc cette lumière au bout du quai qui m'était envoyée par une femme qui Ah portait la oui. même robe de chambre que moi, avec les mêmes couleurs, elle m'a aveuglée au point où je voulais encore repénétrer dans cette lumière-là. Ah, oui, 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 c'est ça, oui. Hmm, Et hmm. là, c'est là où j'ai disjoncté un peu, parce Ah, que je ne voulais pas ouais. encore revenir là. Je ne voulais pas revenir. Lorsque je suis rentrée à la maison, bien sûr, avec le bébé, mon ex-mari m'a apporté le livre La vie après la vie. J'ai lu Oui, les 4 premières pages. Il m'a dit, regarde, il y a des milliers de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu. J'ai lu les 4 premières pages et après, j'ai dit, bon, ben, c'est la même chose. tu connais, Mais comme oui. on revient,
comme on revient, on ne peut pas savoir ce qu'il y a au-delà de cette lumière-là. Est-ce qu'il n'y a rien du tout? Il n'y a plus rien après. Alors ça, c'est Voilà. une grande question. C'est une grande question. Et justement, tiens, je vais quand même montrer quelque chose parce que là, si tu permets, moi, ce livre-là m'a beaucoup touché aux éditions Ariane. C'est Mathieu, raconte-moi ta vie au paradis de Suzanne Ward. Parce que quand je suis arrivé ici au Québec il y a 2 ans et demi, là, je sais pas, je me rappelle plus comment je suis tombé sur ce livre. Et donc, ça m'a énormément bouleversé parce que c'est un garçon qui était au volant de sa Jeep à 16 ans et demi, 17 ans. Il revenait de la ferme de son père au Panama et il est tombé dans un ravin, il est mort. Alors que là, il n'y avait aucune raison, aucune raison. La route était bien, etc. Et sa mère a été catastrophée, évidemment. Elle a essayé de retrouver des recours auprès de la religion. Elle n'a rien trouvé là-dedans. Et elle a consulté une médium. Et la médium lui a dit, écoutez, Mathieu me fait dire qu'il va bien et il va vous contacter bientôt. Alors là, elle dit, bon, c'est quoi ce truc? C'était une journaliste très rationnelle. Je crois pas trop à ce truc-là, mais ça l'avait touchée. Donc, elle est allée demander une autre médium. Et l'autre médium lui a dit la même chose. Ah, alors là, elle dit, là, il y a quelque chose. Et on lui a dit surtout que vous allez faire un rêve. Et dans son rêve, vous allez vous rendre compte que, bah oui, Mathieu cherche à communiquer avec vous. Alors, elle a fait à un moment donné un rêve, 2, 3 ans après, hein, c'était quand même assez long. Et là, elle a dit, ah, là, je sens qu'il y a quelque chose de très vrai. Je sens l'énergie de Mathieu, etc. Et ça a pris des années après, beaucoup de travail sur elle pour recevoir, justement, là on en parlait tout à l'heure, recevoir. Et un jour, sa main est partie toute seule et elle a senti que c'était par télépathie un message de Mathieu. Et Mathieu raconte dans ce livre, je m'excuse d'en parler là, mais ça m'a tellement bouleversé parce qu'on ne peut plus avoir peur de la mort quand on lit ce qu'il dit. De comment ça se passe de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que c'était un petit peu pour contrebalancer ce que tu disais sur on ne sait pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages et Mathieu continue d'envoyer des messages et je suis en contact avec sa maman qui est absolument géniale, qui est voilà. Donc, excuse-moi pour cette petite parenthèse, mais c'est tellement important de savoir que la mort n'est pas la fin de la vie. Donc, toi, tu l'as déjà expérimenté dans ton corps. Et de savoir que c'est pas fini. Moi, je peux plus utiliser le mot mort. Je dis notre retour céleste. Voilà. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, parce que bon, j'ai deux choses à dire à propos de ça. Je ne sais pas pour les médiums, je ne sais pas pour l'au-delà, je ne sais pas pour l'écriture dans l'au-delà, le retour des gens, mais je peux raconter quelque chose qui m'est arrivé par contre. Jacqueline Aubry, qui est une grande astrologue du Québec, qui est décédée, c'était ma grande amie, elle est décédée l'année dernière. Et j'étais en Espagne lorsque ça s'est passé et il y a eu un Zoom pour son enterrement. Enfin, il y a eu un Zoom. Et pendant le Zoom, je raconte ça parce que c'est arrivé et on peut le voir sur vidéo. Donc, on passe le Zoom et tout le monde parle un peu de moi en disant Jacqueline nous parlait de son amie Evelyne, ce qu'elle faisait. Comme elle est éclectique un peu, elle fait beaucoup de choses, alors elle nous racontait comment son amie Evelyne. Jacqueline, je l'ai rencontrée il y a 40 ans et elle m'avait dit tu vas être mon amie. Je veux que tu sois mon amie. J'ai vu dans ta carte du ciel quelque chose et je veux que tu sois mon amie. Je te dis, jusqu'à la fin de mes jours, tu seras mon amie. Elle m'avait dit ça. Et moi, j'étais gênée de ne pas prendre la parole pendant le Zoom. Et finalement, j'ai dit à Alexandre Aubry, qui a pris le relais sur sa mère au niveau de l'astrologie, j'ai dit, bon, ben, je vais parler. J'ai écrit, j'ai dit, je vais parler. Finalement, j'ai décidé de parler de Jacqueline et de mon rapport avec elle, comment on s'aimait. D'ailleurs, elle m'avait dit qu'on s'était vu, on s'était connus dans une autre vie en Italie. J'étais peut-être son mari ou sa sœur ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai dit Italie, mais je ne connais pas l'Italie, mais je n'ai jamais vécu en Italie. Mais là, quand on a fait mon ADN, j'ai compris l'Italie et c'était 58%. Bon. Mais ce n'est pas ce que je veux raconter, c'est que au moment où j'ai commencé à parler, moi, je ne l'ai pas vu. J'étais en Zoom, j'avais l'écran qui était sur moi, bon, je parlais. Et là, les feuilles ont revolé, le micro est tombé à terre. Wow. Ils ont été obligés de ramasser les choses qui revolaient, le stylo qui tombe, tout est tombé, le lutrin, etc. Et quand j'ai arrêté de parler, le vent s'est calmé. Wow. Là, Alexandre a dit, Evelyne, tu n'as pas vu, mais au moment où tu as commencé à parler,
tout a revolé, le stylo, le lutrin, les feuilles, tout est tombé. Waouh, Voilà, ça c'est magnifique, quelque chose c'est une qui est très belle. arrivé. Voilà, ça c'est Mais dans palpable. la religion juive, on dit que l'âme est encore là pendant 7 ou 40 jours, je crois. Je ne peux pas dire exactement. Mais au-delà de ça, je ne suis pas sûre si je me fie à Oui. la religion juive, bon, la religion juive croit à la réincarnation aussi, Ah, hein. ça, je ne savais pas. Donc, c'est important que tu le dises. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Hmm. Alors, il y a cela, oui. La Oui, parce que résurrection, la réincarnation, ouais. voilà. Moi, Mais j'ai dans fait. 7-40 jours Alors, de... je sais il y a des passages comme ça. Oui, c'est au départ, l'âme reste proche, et puis après, oui, elle monte un peu plus, etc. Enfin, bon, il y a plein On d'écrits. arrêtera là-dessus. On arrête Mais là-dessus. c'est super intéressant, évidemment. Allez, je prends un autre petit papier. C'est quoi, c'est quoi? Alors, ça y est, c'est quoi, c'est quoi? Ah, la civilisation occidentale. Alors là, on part sur autre chose. Là, la civilisation occidentale, tu parlais tout à l'heure de l'Occident et de l'Orient, est-elle déjà morte? Je... C'est énorme comme question. Je ne suis Oui, pas philologue, ni philosophe, ni anthropologue, ni tous les logs de la Terre. Mais c'est mon point de vue que tu ouais, cherches, que tu ouais. recherches. Je ne pense pas que la civilisation occidentale est morte, puisqu'on y est. On est en plein dedans. On a les Oui, pieds dedans. Donc, elle n'est pas morte. Elle est toujours en mouvement. Elle est oui, vivante. Donc, la civilisation occidentale est en mouvement. Maintenant, à mon avis, ce qu'elle doit faire, c'est se rapprocher de l'Orient, des valeurs orientales. Donc, c'est ce mouvement de la civilisation occidentale vers l'Orient, vers la civilisation orientale qui doit faire un tout. Parce qu'on est devenu trop rationnel, on est trop devenu objectif. Et cette objectivité, elle amène parfois à rejeter une partie de ce qui est oriental, de ce qui est magique, de ce qui est inexpliqué, de ce qui est la poésie, de ce qui est cet invisible, parce que l'invisible est extrêmement important. L'invisible, c'est aussi je finis mon livre avec, et je veux enchaîner avec ça, bien sûr, parce que je donne à Rainer Maria Rilke et à Saint-Jean-de-la-Croix la finale du livre. Alors, Rainer Maria Rilke, à la page 160, nous disait « Nous sommes les abeilles de l'univers. Nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'invisible. » Alors, c'est ça, cette civilisation occidentale qui doit s'en aller aussi vers la grande ruche d'or de l'invisible. Et l'invisible, l'orientalisme, etc., c'est important tout ça. C'est très important. Bien sûr, à la fin du livre, j'avais enchaîné cette phrase de Saint-Jean de la Croix, Maxime 80, qui dit « À la fin du jour, c'est sur l'amour qu'on vous examinera. » ouais, ça c'est très très fort aussi. C'est très très fort parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on emmène de l'autre côté? Tu l'as pressenti dans ta mort provisoire, là, dans ton expérience de mort provisoire. Euh, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on emporte de l'autre côté. Oui, bon, allez, un autre papier. Un autre papier, un autre papier. Alors, s'il fallait ne garder que 3 mots. Alors, amour, bonté, invisible. Waouh, amour, bonté, invisible. Ouais, génial. Allez. Ah oui, ça c'est important. La place des anges dans ta vie. Parce que là, en lisant dès le début de ton livre, tu parles de Wim Wenders, je ne sais pas comment on dit, et voilà, c'est ça. Et son film, comment ça s'appelait? Il y a le mot ange dedans. Les ailes du désir. Les ailes du désir, voilà. Et moi, quand j'ai vu ce film, j'ai été en colère
parce qu'il y a une scène qui m'est restée, et je ne sais pas si tu te souviens forcément, là, il y a, celui qui incarne le personnage principal, là, ce grand acteur allemand, qui est en haut d'un toit et qui va se suicider. Il y a l'ange, et bon, moi je dis, alors l'ange va le rattraper. Ben non, il laisse tomber. Ah, ça m'a foutu en colère. J'aurais vu le réalisateur, je l'aurais giflé. Euh, excuse-moi. Il a voulu être mortel. Alors Il vas-y. veut être mortel. Il est mortel. Il ne peut plus être immortel. Oui, mais, Donc, mais l'ange, le travail de l'ange, c'est quoi? L'ange gardien, on va dire. Rainer Maria Rilke parlait aux anges, mais ce qu'il trouvait le plus triste, c'est qu'ils ne lui répondent pas, disait-il. Ils ne lui répondaient pas directement, mais je pense que les anges étaient autour de lui et le soutenaient. Qu'est-ce que les anges font dans notre vie? En fait, c'est notre projection peut-être. C'est notre projection de bonté. On voudrait être protégé. Alors, on s'invente les anges peut-être. Peut-être qu'ils existent, peut-être qu'ils nous protègent. Mais on se les invente aussi. On se les invente pour qu'ils nous protègent. Alors, ça veut dire qu'on se protège soi-même. On va rechercher leur énergie pour se protéger soi-même. Peut-être une extension de nous-mêmes, on pourrait le dire comme ça, peut-être, oui. Allez, je prends un autre papier, là ça a l'air d'être une citation encore, parce que c'est gros. Être aimé, c'est se consumer dans la flamme. Aimer, c'est luire d'une lumière inépuisable. Être aimé, c'est passer. Aimer, c'est durer. Donc, encore une citation de Rainer Maria Rilke. Hein. Donc, être aimé, c'est passer. Aimer, c'est durer. Oui, alors, c'est vrai qu'il a écrit cela, mais il savait bien que la passion ne peut pas durer. Donc, il était étonnant. Donc, il a projeté dans ce poème-là, justement, la durée qui était impossible dans la réalité. Donc, elle est projetée dans un écrit. D'accord. Mais pour parler encore de Rainer Maria Rilke, moi, j'ai lu juste L'être à un jeune poète. J'ai pas lu sa poésie, mais c'est quand même, il est très très, il fait pas de compromis. Il est très dur. Il joue pas avec les mots. Mais qu'est-ce qui te rapproche de lui? C'est intransigeance presque. C'est quoi? Il n'est pas intransigeant. Oh non, André Breton est bien plus intransigeant que lui. André Breton, il était vraiment intransigeant. Non, Rainer Maria Rilke, c'est un amoureux de l'amour peut-être, un D'accord. amoureux, mais c'était un amoureux, un passionné, et un passionné à la recherche du mystique, parce qu'il ne faut pas oublier que Rainer Maria Rilke, c'est ça qui m'a aussi rapproché de lui, c'est que j'ai eu une sœur qui est née 2 ans, 2 jours avant moi, et elle est morte. Et lui aussi a eu une sœur qui est née avant lui et qui est morte à la naissance aussi. Sa mère l'avait toujours habillée en fille. Et sa mère était très religieuse à Rainer Maria Rilke, extrêmement religieuse. Mais il n'aimait pas cette espèce de dureté justement dans la religion, cette implacabilité. C'est implacable cette religion où il y a tellement de contraintes, il y a tellement de rigueur, etc., etc. Et ce n'est pas cette religion qu'il recherchait, lui. Il recherchait le mysticisme. Il recherchait à comprendre les mystères de la vie, les mystères de la religion, les mystères de la Kabbale juive aussi également, et de la Kabbale iranienne, etc. Donc, c'est ça qui m'a rapproché de lui. C'est ce qui m'a rapproché de lui, c'est cette recherche du spirituel, c'est cette recherche constante pour tendre vers l'universel. La langue française. Parle-moi de ça, la langue française. La langue française, elle était extrêmement importante pour moi. Je suis née au Maroc, j'ai été élevée dans les écoles françaises catholiques, même de sœurs cloîtrées. Wow. J'étais dans une école de sœurs cloîtrées, j'ai adoré, j'ai appris la langue française et la rigueur de cette langue merveilleuse, merveilleuse. Je suis une amoureuse de la langue française et lorsque nous avons quitté le Maroc, mon père nous avait posé la question: où est-ce que vous voulez aller? On avait le choix entre les États-Unis, le Canada ou la France.
Et il avait éliminé la France, alors il avait dit on s'en va en Amérique parce que lui était un amoureux de musique et de Benny Goodman. Et moi, je lui avais dit on va dans un pays où on parle français. Il avait dit, bon, ben, on ira au Québec, au Canada, au Québec, parce qu'on parle français. Et donc, on est venu ici parce qu'on y parle le français. Et moi, très tôt, je suis tombée amoureuse de la langue française et de la littérature française, à partir du Club des Cinq de Enid Blyton. Ah, mon Dieu, oui. Je Oui, oui, lisais le Club des Cinq et j'étais amoureuse de Dagobert. En fait, je voulais être Dagobert. oui. Dagobert dans le Club des Cinq. J'aimais Dagobert. Et j'aimais la journaliste, donc je voulais être journaliste, etc. Et j'ai commencé à aimer la langue française et la littérature grâce à ma mère, bien sûr. Mm. Hmm. Donc justement, la langue française, c'est bien, ça fait résonance avec moi, puisque moi j'ai choisi, pour moi, mon pays, c'est d'abord la langue. Tu vois, c'est d'abord la langue, et c'est pour ça que je suis venu au Québec aussi. Et est-ce que tu peux dire quelque chose là, un peu plus politique par rapport bah, au Québec, justement, qui est avant, tu m'avais dit un truc en off qui m'a beaucoup fait travailler. Tu m'as dit le Canada a 150 ans et le Québec J'allais- 450 ans. Non, Ouais, pas, pas 14. t'as fait Alors, ça. ce qui est frappant, et surtout, j'ai fait une recherche dernièrement sur les Anglais, parce que comme je lis sur le bateau d'Exodus, puisque j'écris là-dessus, je Je suis une amoureuse de la langue française, je suis une amoureuse du Québec et je défends ardemment le Québec depuis notre arrivée. J'ai lu le livre 30 arpents de Ringuet et ça m'a bouleversée. Lorsque j'ai lu ce livre-là, j'ai compris le Québec. J'avais 13 ans, 13, 14 ans. J'ai compris le Québec, j'ai compris le rapport à la terre du Québec. Et là, je me suis ancrée dans le Québec. Et j'aime ce Québec. Et ce Québec qui a plus de 417 ans. Et le Canada qui a 150 ans d'histoire. Et on le sait que les Anglais viennent mettre le bordel partout dans le monde. On Oui. le sait. C'est pas nouveau. Dernièrement, je lisais sur les Anglais et sur les plaines d'Abraham. Pourquoi on appelle les plaines d'Abraham? Je lisais aussi là-dessus. Vous savez qu'Abraham Gandhi, c'était un juif de Bordeaux qui envoyait des flottes pleines d'armements aux francophones, aux Français, Montcalm, et il défendait la langue française pour défendre la langue française. Et Montcalm a résisté grâce à cette flotte et à ses armements, à toute cette artillerie lourde et cette artillerie légère qu'il envoyait par bateau à Montcalm. Ils ont résisté sur les plaines d'Abraham et ils ont cédé à un moment donné, mais ils ont cédé aux Anglais. Et les Anglais, ils ont 150 ans d'histoire et ils se revendiquent quoi? Le Québec a plus de 417 ans d'histoire dans cette mer nord-américaine, une mer nord-américaine où on ne parle qu'anglais. Moi, j'habite à Montréal, centre-ville, et je ne peux plus supporter de rentrer dans une boutique ou dans un endroit où on me dit bonjour, hi. Ouais. Ici, on est au Québec. Est-ce qu'on va en Espagne, on nous dit hola, hello? Non, on ne nous dit pas hola, hello. On nous dit hola, tout simplement. Alors ici, on doit nous dire bonjour. Les taxis de Montréal ont changé leur bonjour hi. Ils avaient tous bonjour hi. Eh ben, Oui. ils ont enlevé le bonjour hi pour garder bonjour. Parce qu'on est au Québec ici. On a une loi qui protège l'affichage, qui protège nos premières interventions envers les gens. On est au Québec et le Québec est français et doit préserver sa langue. Il doit préserver sa langue, sa culture et à la limite sa religion Mhm. catholique, parce les Québécois sont issus de religion catholique, ça ne les a pas servis, bien sûr, puisque ça a été une période sombre dans l'histoire aussi du Québec, et c'est pour cette raison qu'il y a eu la Révolution tranquille en 70, dans les années 70. Mais le Québec doit préserver sa langue, sa culture, son drapeau. Mhm. Merci, merci, merci de dire ça, parce que tu vois, il y a un petit bout là de drapeau. Non, c'est de l'autre côté. Petit bout de drapeau. Il y a le Québec. Et puis, on ne sait pas trop si c'est le drapeau français ou le drapeau du Canada. Et malheureusement, moi. Moi, j'aimerais mieux qu'on enlève le drapeau du Canada là, Oui, parce oui, qu'on est au Québec ici. je Et suis d'accord. franchement, on Je est suis au d'accord. Québec et on doit préserver ce Québec. On doit le préserver comme un joyau. On est un joyau. Le Québec est un joyau à l'intérieur de l'Amérique du Nord. Il faut préserver ce Québec si riche de culture.
si riche de culture. Alors, Amin Malouf parlait des identités meurtrières et il disait que ce qui fait notre richesse, c'est toutes nos cultures. Bien sûr, c'est ce qui fait toutes nos cultures, mais on a une culture aussi qu'on doit défendre par-dessus tout, c'est la culture québécoise. Moi, je dis quelque chose d'un peu dur par rapport à la langue anglaise. C'est que pour moi, c'est une langue hégémonique parce qu'elle porte en elle, malheureusement, tu l'as évoqué un peu, un désir d'empire, etc., et qui est très, très dur. Et comme tu dis, c'est un joyau ici, le Québec, puisque c'est le seul petit endroit, comme le village d'Astérix, là, qui est dans cet océan anglais. Moi, quand je descends faire un tour en bas, je suis à Griffintown, hein, c'est un mot anglais, et j'entends sur 10 personnes que je croise, il y en a 8 qui parlent anglais. Et oh, que ça m'attriste beaucoup et je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, peut-être au niveau politique, qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on est obligé de parler du vif le Québec libre du général de Gaulle? Qu'est-ce que tu penses de ça? Puisque là, on est à un moment un peu compliqué, puisque la reine Elisabeth II a cassé sa pipe et le Charles, là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi? C'est le chef d'État? Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Moi, quand j'ai décidé de venir ici, j'ai été obligé de porter allégeance, comme toi, non, tu l'as peut-être pas fait parce que tu es arrivé jeune, mais moi, j'étais obligé de porter allégeance à la reine d'Angleterre. C'est quoi cette histoire? Moi, je suis au Québec. Et donc, est-ce que tu peux me dire 2 mots sur la souveraineté du Québec? J'espère que la CAQ, qui est en ce moment au pouvoir, va continuer à travailler sur la laïcité, sur la défense de la laïcité, la loi 21, la loi 96, l'amélioration de la loi 101. J'espère que toutes ces lois-là vont être et j'espère que la CAQ va être assez forte pour pouvoir imposer ces lois-là, parce qu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup de contestations en cours et on sait d'où elles viennent, ces contestations. Je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'on a tout un chapitre à ouvrir là-dessus, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Tu sais, moi, j'ai un rapport avec les Anglais qui est très négatif. Déjà au départ, le fait que je sois juive. Je suis juive de culture, hein, je ne pratique pas la religion ou à peine. Euh, lorsque, en, à la déclaration de Balfour en 1917, l'Angleterre devait permettre aux Juifs et aux Arabes de se séparer la Palestine. La Palestine qui est, soit dit en passant, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, dans les deux testaments, et qui n'est pas du tout dans le Coran. Bon, devait se séparer les deux. Il devait y avoir Cisjordanie et un pays pour les Juifs. Arrive la Seconde Guerre mondiale, arrive la fin de la Seconde Guerre mondiale, arrivent les réfugiés de la Shoah, arrivent les réfugiés de la Shoah dans des bateaux, et les Anglais les empêchent d'arriver en Israël, d'arriver en Palestine. Les Anglais les empêchent d'aller là. Il y a eu des bateaux qui ont été coulés. Il y a eu des... Donc, mon rapport avec les Anglais, c'est tout ça. C'est dans l'histoire. Elle se situe dans l'histoire. Et mon rapport avec les Anglais, c'est ce que disaient les Juifs dans les bateaux jusqu'en 1900, jusqu'en 1947, au moment où ils ont cédé et ils ont arrêté d'empêcher les Juifs sous le bateau d'Exodus, Exodus 47, de rentrer à Haïfa ou de rentrer en Palestine. Les Anglais ont finalement cédé à un moment donné, mais jusqu'à ce qu'ils cèdent, dans les bateaux, ils se disaient la chose suivante. Ils se disaient, Hitler a voulu nous détruire, les Anglais nous empêchent de vivre. Wow. Bah Alors, écoute, mon rapport avec les Anglais et l'anglophone était déjà depuis ma jeunesse, depuis mon adolescence, et j'ai un rapport là-dessus en tant que juive, et ensuite j'ai eu un rapport comme les Anglais qui veulent envahir encore le Québec. Ils n'en ont pas assez d'avoir le Canada anglais avec cette ghettoisation des immigrants, chacun dans leur petit ghetto, à folkloriser sur leur culture d'origine, etc. Le Québec, il n'y a pas de culture canadienne, il n'en existe pas. Il y a une culture québécoise et cette culture québécoise doit être défendue.
Oula, non, c'est une citation, là. C'est une citation. Alors, tu vois, là, c'est une citation de Rilke. Donc, on y va directement avec Rilke. Je mets mes lunettes parce que c'est écrit en petit. Alors, les roses, c'est dans les roses. Abandon, entouré d'abandon, tendresse touchant aux tendresses. C'est ton intérieur qui sans cesse se caresse, dirait-on. Se caresse en soi-même par son propre reflet éclairé. Ainsi, tu inventes le thème du narcisse exaucé. C'est étonnant ce poème-là parce que, à titre posthume, ce qui a créé la mort de Rilke, c'était d'avoir touché une rose et une épine de rose. Et lorsqu'il a touché une épine de rose qui s'est infectée, il a touché cette épine de rose qui s'est infectée et ils ont découvert qu'il avait une leucémie à ce moment-là. Et c'est cette épine de rose. Alors, dans la rose, il met sa vie, il met l'abandon, il met le tout. Et là, lorsqu'on lit ça à titre posthume, on pense à ce que la rose a représenté pour sa mort. Donc, cet abandon-là, c'est dans la vie, c'est dans la mort également. Waouh, ouais, c'est très fort. Tu vois, je savais pas ça. Alors une question aussi à propos de ce livre. Donc comme je dis que je déguste parce que voilà, c'est très très riche. Il y a des illustrations magnifiques qu'on va mettre à l'image et tout ça. Mais pourquoi Rilke? Il y a plein d'autres poètes. Pourquoi Rilke? Pourquoi tu es tombée amoureuse de la poésie de Rilke? Je suis d'abord tombée amoureuse de Lou Andrea Salomé, qui était la maîtresse de Nietzsche, Ouais. l'amour platonique de Freud et la femme de Andreas, et qui a été la passion de Rainer Maria Rilke. Mais je suis d'abord tombée amoureuse de Lou Andrea Salomé. J'ai lu, j'avais, je crois, 18 ans, les correspondances entre Freud et Lou Andrea Salomé, qui ont entraîné le fait que Freud ait demandé à Lou Andrea Salomé de s'occuper de sa fille Anna, Oui. Anna Freud. Voilà, alors je suis tombée amoureuse de sa Ah, liberté de choix, de sa liberté. euh, j'ai aimé cette femme, j'ai aimé ce qu'elle représentait, j'ai aimé le fait qu'elle était une femme qui réfléchit et qui agit à la fois. Et ça m'avait frappé. Ce qui m'avait frappé, c'est elle était mariée avec Andreas et il n'avait jamais consumé pardon, le mariage. Elle hmm, n'avait jamais eu de rapport sexuel avec lui. Et tout d'un coup, elle tombe amoureuse de Rainer Maria Rilke. ah, Et ils tombent passionnément amoureux l'un de l'autre. Le fait que Freud soit juif, il ne faut pas l'écarter oui. non plus de l'équation, parce que loin Andrea Salomé était passionné du cantique des cantiques Hmm. et avait échangé à ce propos-là avec Freud et avec Rainer Maria Rilke. Et lorsque je suis allée à Ronda avec l'illustrateur, le début, lorsque je raconte dans ce livre, au début, Oui. euh, je ne sais pas si je le dis, mais quand on est arrivé, ah oui, je crois que oui, c'est dans ce livre. Alors, je suis arrivée à Rwanda. D'habitude, chaque fois que je vais en voyage, je m'informe où est-ce que je vais, pourquoi, je vois les photos, je regarde les photos, me dis, oh, j'irai voir ça, j'irai voir ci. C'est la première fois de ma vie que je n'ai rien regardé sur Rwanda. Je ne savais pas où j'allais. J'arrive à Rwanda, qui est la ville de naissance C'est de ça. Ouais. Salvador Chica Jiménez. J'arrive dans cette ville, mais là, je me souviens que Rainer Maria Rilke y avait séjourné en 1912 à l'hôtel Reina Victoria. Et Et là, tu le savais pas donc au départ. Tu l'as découvert là ou tu le savais? non, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je savais, Ah, tu savais, excuse-moi. Oui. tu viens de le dire, oui. Je savais que Rainer Maria Rilke était allé à Rwanda en 1912, qu'il y avait séjourné 2 mois. Je savais ça. Alors, quand on est arrivé à Rwanda, j'ai eu le flash et je me suis dit, oh, j'aimerais bien aller à l'hôtel Reina Victoria. Avant de voir quoi que ce soit, même le Tahoe, même le Taj, même quoi que ce soit, j'ai demandé à Salvador Chica Jiménez, tu ne veux pas m'amener à l'hôtel Reina Victoria? Et là, il me demande, mais tu as réservé là-bas? Mais j'ai dit non, non, je n'ai pas réservé, c'est parce que je viens d'avoir un flash que Rainer Maria Rilke était venu ici en 1912. Alors, amène-moi à l'hôtel Reina Victoria. Il m'amène et en arrivant,
je savais que la chambre 208 était là et je savais qu'il y était, qu'il y avait été. Et Salvador me dit, je crois qu'il y a une statue en bas, en face du Tage, en face de la montagne. Attends, on va aller voir. On descend et on découvre la statue de Rainer Maria Rilke, Oui. avec une citation des Roses également, d'ailleurs. Et on découvre la statue de Rainer Maria Rilke. On revient vers l'hôtel et je parle à la réception. Je dis, c'est ici qu'a séjourné Rainer Maria Rilke en 1912 à la chambre 208, etc. Et le réceptionniste me dit, ben, descendez à la réception en bas, vous Oui. allez retrouver la chambre reconstituée Wow. de Rainer Maria Rilke. La chambre tout à fait reconstituée. Et là, j'étais tellement émue parce que je voyais les écrits, je voyais tout ça. Et là, je me suis remise à lire Rainer Maria Rilke pendant tout mon passage en Espagne. Et pendant la Covid, je me suis mise à relire tout ce qui était possible et inimaginable sur lui. Je redécouvrais, bien sûr, Lou Andrea Salomé, je redécouvrais le tout. Et je suis restée à Ronda. Et j'ai fait tout le chemin que j'ai décrit dans le livre. En une journée, j'ai fait tout ce chemin-là et j'étais très émue. Je faisais le chemin toute seule et j'étais vraiment émue par ce que je voyais et c'est ça qui Super. m'a entraînée vers Rainer Maria Rilke. Mon écrivain préféré, c'est vraiment André Breton parce qu'il est Ah, passé à Percé en Gaspésie et où il a écrit Arcane 17. Et ça, Arcane 17, c'est mon livre fétiche, quoi. d'accord. Mais j'avais commencé à écrire sur Arcane 17, mais j'ai complètement bifurqué sur Rainer Maria Rilke et j'en suis ravie, je suis très touchée par lui et j'ai découvert beaucoup de choses, je le dis dans le roman, il y a des choses qui sont réelles, il y a des choses qui sont vraies, il y en a d'autres qui ne sont pas, bien sûr, qui sont fabulées, mais il y a beaucoup de choses de vraies aussi, étant donné, bon, j'ai découvert aussi qu'il était né le 4 décembre, moi je suis née le 14 décembre, qu'il était un passionné de Saint-Jean de la Croix qui est mort le 14 décembre, ma journée d'anniversaire. Hmm. Donc, et Saint-Jean de la Croix, en fait, c'est le 14 décembre, quoi. Et Saint-Jean de la Croix a demandé à sa dernière nuit, avant sa mort, qu'on lui lise le Cantique des Cantiques également. Donc, tout ça a fait qu'il y avait un intercroisement entre toutes les idées qui m'ont poussé à écrire ce livre. Oui, alors c'est pas rien hein, d'écrire un livre. J'imagine que c'est des centaines d'heures. Hein. T'as mis combien de temps à peu près quand tu as décidé de le faire? Oh, je crois que je l'ai écrit en 2 mois, 3 mois, pas Ah, plus. quand même. Ah, bravo. Donc c'est une Non, mais écriture c'est parce que j'avais toute la recherche. fulgurante. Ouais, J'avais ouais. toute la recherche. Et je lisais, et je lisais, et j'écrivais des petits mots, des petites Ouais. phrases. Et là, Voilà. Quand je je me vais, suis mise à l'écrire, je l'ai écrit presque d'un d'un- trait, quoi. Wow, D'un magnifique. coup. Magnifique. Donc là, je tombe sur une phrase qui est intéressante parce que tu as parlé de un peu synchronicité, un peu de tout ça. Et il y a page 158, il y a marqué qu'est-ce qui me serait plus inutile à la fin qu'une vie consolée? Et après, il dit au fond, le seul courage qui nous est demandé est de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable que nous rencontrons. Alors là, ça m'intéresse qu'on développe un peu plus pour toi, comment tu es dans ta relation avec l'invisible, puisqu'on est ici dans les rebelles de lumière. Et donc, il y a, voilà, dis-moi un petit peu ta relation avec l'inexpliqué, l'inexplicable, l'invisible, tout ça. C'est-à-dire que je crois, d'ailleurs, à partir des théories d'André Breton, au hasard objectif. Alors, il y a un hasard objectif. Le mot hasard, le bazar, comme je l'appelle, ce Oui. bazar-là, il faut mettre de l'ordre dans ce bazar. Alors, parfois, on rencontre beaucoup d'objets, de gens, de femmes, d'hommes, d'animaux, et on a un lien avec cette personne, cette chose, cet objet, on a des liens avec ces choses-là. Et les choses n'arrivent pas au hasard. Moi, Oui. je suis convaincue de cela. Je suis convaincue que les choses n'arrivent pas au hasard. En ce moment, je suis en train d'écrire sur l'histoire de ma grand-mère
qui est née en Palestine sous mandat britannique, qui, à l'âge de 10-11 ans, est partie au Maroc. Elle a vécu au Maroc, elle a rencontré mon grand-père, heureusement, puisque je suis née d'un des enfants. Et là, elle est repartie en Palestine sur le bateau d'Exodus. Ah Elle a oui. divorcé et elle a divorcé, mais elle n'a jamais connu aucun des petits-enfants. Alors, Hmm. moi, je vois des choses, par exemple, dans ma propre vie, qui sont liées à sa vie elle-même. Et des fois, je me dis, ben, il faut que je répare ça, parce qu'il y a des Oui, choses qu'il faut réparer. oui, Alors, c'est mon lien avec l'invisible. J'ai l'impression de réparer des choses, toujours. oui, 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 oui. J'aime Euh, réparer. ça va loin. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai beaucoup ce truc-là de réparation. D'ailleurs, même quand j'étais petit, je réparais les machines à laver, les tout, je réparais tout. Et maintenant, j'ai l'impression de réparer un peu les gens dans mon métier de coach, là. Oui, comment dire? Euh, on va prendre un petit papier. Allez, c'est quoi ça? Hop, tu peux dire Joker hein, si tu veux pas répondre. Ah oui, je sais pas pourquoi. J'ai vu le mot, j'ai vu Tai Chi quelque part dans ta chaîne YouTube et ça m'a fait penser aux arts martiaux internes. Donc, c'est un art martial interne, hein, le Tai Chi. Tu pratiques le Tai Chi? Bien sûr, Waouh, bien sûr que je pratique le tai chi. Je pratique même en Andalousie, à la plage, le matin. waouh. Ça, c'est Besoin magnifique. de cet équilibre, parce que Voilà. le tai chi nous rééquilibre. Il rééquilibre l'essence, il rééquilibre le fait de recevoir, le fait de donner. Bon, j'essaye d'apprendre et j'apprends. Je suis en apprentissage de recevoir. J'ai beaucoup de difficultés à recevoir. Oui, J'ai beaucoup de facilité à donner. c'est ça. Ça, c'est indéniable. J'essaye avec le tai chi et des fois, je répète plusieurs fois le fait de recevoir comme Oui, ça oui, parce oui. que j'ai beaucoup de difficultés à Ah, recevoir. magnifique. Oui, 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 oui. Pour moi, je mets dans le recevoir l'énergie yin, hein, l'énergie féminine, la coupe, voilà. Et en tout cas, waouh, c'est beau. Merci. C'est bien parce qu'on est dans une émission aussi où beaucoup de gens font du travail sur eux, hein, de développement personnel et le rapport au corps est extrêmement important et avec l'énergie, ce fameux chi ou ki, peu importe, ou prana. Ah, bon, bah là, oui. Lorsque je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que le travail sur soi, moi j'ai toujours fait du travail sur soi, j'ai toujours fait de l'introspection. Lorsque je travaillais avec Lucien Bouchard, qui était le chef du Bloc québécois, qui a fondé le Bloc québécois, nous étions 3 personnes hein, à ce moment-là autour de lui à fonder le Bloc québécois. Il a été Premier ministre par la suite et il me disait que j'étais épuisante à faire de l'introspection constante. Voilà, à réfléchir si tout s'était bien passé, s'il fallait pas rectifier, mais constamment, tous les jours, quotidiennement. Alors, il me disait que j'étais épuisante. Eh ben, écoute, c'est un bel épuisement. Moi, je suis comme toi, je suis toujours dans l'introspection. Pour moi, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, ou plutôt le hasard, c'est Einstein hein, qui disait le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors après, bon, le mot Dieu, peu importe, mais c'était très intéressant. Et moi, je décrypte tous les événements les plus simples, les plus trucs. Voilà, je trouve que l'univers nous parle merveilleusement merci, merci, merci. Tu vois, bon, on s'était rencontrés à Radio Centre-Ville. Je faisais une interview avec des métaphores et toi, tu es arrivé après avec cette assurance et cette passion, tout ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis très, très heureux de t'avoir reçu, Evelyne. Et puis, écoute, je crois que tu vas partir vers ton Andalousie, bientôt. Bientôt, très bientôt, mais c'est moi qui te remercie de m'avoir permis de parler de mon livre et de m'avoir permis de m'exprimer. Merci, merci beaucoup, Phil. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est un petit bijou. À tout bientôt. Bye bye. Bye.